lancée par feu Sa Majesté le roi Hassan II. Une manifestation qui a eu lieu à Bruxelles la semaine dernière, un très beau film qui a un petit peu expliqué ce qu'était la Marche verte, mais pour nos auditeurs qui n'ont pas eu ce plaisir, la Marche verte de 1975, c'est quoi? Oui, écoutez, d'abord que le Maroc, c'est un pays qui a été colonisé à la fois par l'Espagne et la France. L'Espagne a occupé la région du Nord et l'extrême sud du Maroc, et la France a occupé le milieu du Maroc. En 1956, l'Espagne a quitté, après la proclamation de l'indépendance du Maroc, l'Espagne a quitté la région du Nord, la France a quitté la région du Centre, et l'Espagne a jugé utile de rester au sud du Maroc. Et au début des années 70, le Maroc a décidé d'activer ses revendications pour la récupération de ces territoires. Il a toujours demandé à l'Espagne, d'une façon pacifique et dans le cadre des négociations, de récupérer ces territoires, mais l'Espagne, notamment Franco, qui était à la tête de l'État, refusait d'engager des négociations avec le Maroc. Et en 1975, Hassan II avait appris qu'il existait des négociations secrètes entre le gouvernement espagnol, notamment l'aile franquiste, et certains partis, notamment notre voisinage algérien et libyen, et éventuellement d'autres partis. Et Hassan II, quand il a vu cette manœuvre à l'œuvre, il a très vite saisi la Cour internationale de justice à La Haye, en posant deux questions. Est-ce que le Sahara était un territoire vide avant l'arrivée de l'Espagne? Et deux, est-ce que les tribus qui habitaient ce territoire avaient des relations avec l'État marocain? Et la Cour internationale de justice a répondu rapidement en disant que les territoires du Sahara étaient des territoires occupés par des populations et qui avaient des liens d'allégeance avec les différents souverains du Maroc. Hassan II s'est appuyé sur cette décision de la Cour internationale de justice et il a eu cette idée de génie de lancer une marche pacifique vers ces territoires pour mettre de la pression en fait sur l'Espagne pour négocier, qui jusqu'alors refusait d'engager des négociations avec le Maroc. Et Hassan II a fixé donc le chiffre de 350 000 personnes, parce que le Maroc, de l'époque, connaissait les nouvelles naissances du Maroc, à l'époque, étaient 350 000. Donc il a préparé cette marche d'une façon très discrète, très confidentielle. Et quand il a annoncé l'idée au peuple marocain, et les autorités avaient ouvert l'enregistrement et l'inscription des marcheurs, au lieu de 350 000 personnes, il y avait 2 millions de Marocains qui se sont inscrits pour contribuer, participer à cette marche. Pour vous dire combien ce dossier était populaire et combien les Marocains étaient attachés à ces territoires. Disons que cette marche a créé les conditions de vraies négociations avec l'Espagne, qui a accepté de s'asseoir avec le Maroc et la Mauritanie autour de la table de négociation, en présence de la Jma'a, qui est l'instance représentative des populations. Et cette négociation a très vite abouti à l'accord de Madrid de novembre 1975, qui a permis
au Maroc de récupérer pacifiquement ces territoires. Monsieur l'ambassadeur Mohamed Hammer, vous êtes jeune. Est-ce que vous vous rappelez ce moment en 1975-1975? Vous étiez où? Vous étiez avec votre papa, votre maman, votre ressenti, le son, les images, votre cœur? Ouais, je vous remercie pour cette question parce que, effectivement, j'ai les événements gravés dans ma mémoire au moment où j'ai appris l'annonce de cette marche verte. J'étais jeune à l'époque, je venais d'avoir mon baccalauréat et comme j'habitais Fès, donc j'étais à Rabat. Et en revenant de Rabat dans un bus le soir, tout le monde écoutait le discours de Sa Majesté. Et c'est là qu'on a appris que Sa Majesté lance une marche. Tout le monde était étonné, en même temps était enthousiaste de participer et d'aller le lendemain s'inscrire pour participer à cette marche. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu participer à cette marche, mais j'ai suivi de très près cette marche, notamment le jour où Sa Majesté a ordonné le départ de cette marche. En disant, je me souviens très bien d'une grande partie du discours, en disant aux marcheurs, écoutez, vous allez partir, là, vous allez commencer la marche. Si demain vous trouvez les Espagnols, vous leur dites d'une façon très civilisée, très pacifique, quittez notre territoire et laissez-nous parachever notre intégrité territoriale. Et si vous trouvez quelqu'un d'autre, écoutez, vous allez, bien sûr, j'ai confiance en le peuple marocain pour défendre ces territoires. Et elle a fini son discours en disant, les Espagnols, c'est un peuple voisin avec lequel nous partageons une longue histoire, une civilisation, une grande culture, et elle était convaincue en disant que les Espagnols ne vont pas attaquer les marcheurs parce qu'ils ne veulent pas créer un couloir de sang qui va séparer définitivement les deux peuples. Donc je suis convaincu et je suis optimiste que les Espagnols vont écouter votre voix et vont nous faciliter la démarche pour récupérer nos territoires. Parler du développement économique de la région du Sahara et quelles sont justement les opportunités offertes aux investisseurs internationaux dans la région de l'Aïnoun? Oui, il y a deux volets dans votre question. Le premier, il est un peu historique. Vous savez que l'Espagne, malgré qu'elle était présente militairement dans les territoires, il n'a jamais accordé de l'importance à ces territoires. C'est la raison pour laquelle il n'a pas investi dans ces territoires. Quand le Maroc est entré dans les territoires, à part les casernes et quelques équipements rudimentaires, il n'y avait presque rien. C'était une société de nomades et les quelques petites agglomérations, c'était autour des casernes avec les besoins de ces casernes. Et en 50 ans maintenant, presque de 50 ans, les régions sahariennes sont devenues parmi les régions les plus développées du royaume. Si on prend un indicateur, l'indicateur de développement humain, des études ont montré que la région saharienne, qui était à la traîne dans les années 70, est aujourd'hui parmi les premières régions du royaume en termes de développement humain et social et en termes de développement économique. Le Maroc a beaucoup investi pour réduire le fossé qui séparait ces territoires au pays, et les Marocains se sont sacrifiés pour ce développement de ces territoires. Tous les Marocains ont participé au développement du territoire, y compris les Marocains résidant à l'étranger. Donc ça a été une action
sociétale, ça a été une action de la société marocaine tout entière, et grâce à cette solidarité, grâce à l'engagement des pouvoirs publics, aujourd'hui les territoires du Sahara sont les territoires les plus attractifs pour l'investissement à la fois national et l'investissement étranger. N'importe quel domaine vous prenez, que ce soit l'agriculture, ou l'eau, ou le développement industriel, ou culturel, là, le Maroc a fait des avancées considérables. Aujourd'hui, dans les régions sahariennes, il y a un développement remarquable de l'agriculture, il y a un développement remarquable des infrastructures, et le Maroc vient de lancer ces dernières années, pour vous donner un seul exemple, le plus grand port en eau profonde en Afrique, sur l'Atlantique. Et cette infrastructure portuaire, est destinée à jouer un rôle de relais entre, d'une part, le Maroc, l'Europe et l'Afrique. C'est une infrastructure qui est à la disposition de tous les pays africains de de pour renforcer leur développement. Et dans cette perspective, Sa Majesté a lancé l'idée d'un projet grandiose qui consiste à désenclaver les pays du Sahel pour qu'ils puissent profiter de l'infrastructure de développement du Maroc qui est mise à leur disposition. Je peux aussi évoquer les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ces régions, notamment la région de Dakhla, est considérée parmi les régions les plus compétitives pour la production de l'hydrogène vert et des énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'ils disposent des atouts considérables et le coût de cette énergie serait un coût très compétitif. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs privés, mais aussi beaucoup d'États s'intéressent de la région. Et le dernier État qui a exprimé un engagement très fort pour contribuer au développement de ce territoire et profiter des opportunités qui s'offrent dans ces régions, c'est la France. La France, lors de la dernière visite du président Macron au Maroc il y a 2 semaines, où la France a confirmé sa position que l'avenir, le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans la souveraineté du Maroc, et elle a pris aussi l'engagement de mobiliser les investissements français pour contribuer au développement des territoires. Hier, pour vous donner le dernier exemple, l'ambassadeur français, accompagné d'une délégation d'affaires, ont visité les territoires et ont discuté avec les différents acteurs locaux pour voir comment la France va renforcer cette dynamique et contribuer, avec la perspective aussi de s'appuyer sur le développement de ces territoires pour renforcer le partenariat avec le voisinage africain. Vous êtes ambassadeur du Maroc en Belgique. Quel est le contact que vous avez avec la population marocaine, belge, que ce soit Anvers, Namur, Bruxelles, Charleroi? Est-ce que vous sentez qu'elle réagit positivement à tout ce qui se passe au pays, mais aussi l'impact que vous apportez d'une manière administrative ou d'un suivi social peut-être? Est-ce qu'elle est en contact avec vous, que ce soit à Liège, Bruxelles, Namur, Anvers? Vous savez, je suis ambassadeur du Maroc dans un pays très particulier et très important pour le Maroc. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce pays où vit une des communautés les plus importantes du Maroc dans les pays européens. Nous estimons le nombre de la communauté marocaine en Belgique autour de 750 à 800 000 personnes. Pour une population totale de 11 millions, c'est énorme. C'est autour de 7 à 8% de la population totale. D'ailleurs, le Premier ministre belge de Croo avait annoncé lors de sa visite en avril dernier au Maroc le chiffre de 700 000, mais je pense
en s'appuyant sur nos données au niveau consulaire, la présence dépasse ce chiffre. Donc moi je l'estime à 800 000. Deux, cette population, elle est à 90% belge. Donc elle a la double nationalité. Selon les chiffres de l'Office, d'après l'Office des étrangers, il y a seulement 100 000 personnes qui ont la carte de séjour, c'est-à-dire des Marocains qui résident en Espagne, en Belgique. Et le reste, ce sont des Belgo-Marocains. Et ces Belgo-Marocains, ils sont très bien intégrés dans ce pays. Et quand on voit le paysage politique, économique, social, culturel, la communauté marocaine, en 60 ans, est devenue un élément incontournable. Si vous voyez, regardez par exemple le domaine politique, c'est une élite qui est très active. Nous avons des chefs de parti, nous avons des parlementaires, nous avons des ministres, etc. Sans parler du culturel et de l'économique, c'est une communauté qui contribue d'une façon remarquable au développement de la Belgique et au rayonnement de ce pays. Mais en même temps, c'est ça la spécificité de la communauté marocaine, elle est très attachée au Maroc. Elle est très liée au Maroc. Et elle contribue d'une façon remarquable aussi dans le développement du pays. Beaucoup, y compris les nouvelles générations. Cet attachement, ou ce double attachement, à la fois à la Belgique et au Maroc, se transmet d'une génération à une autre. Nous avons constaté que les nouvelles générations qui sont nées en Belgique, et beaucoup ne connaissent pas très bien le Maroc, à part leur région d'origine. Et ils ne sont pas en phase avec les nouvelles réalités marocaines, aussi bien sur le plan politique, social, économique et culturel, mais ils ont une affection et un amour à l'égard du Maroc incroyable. Donc, ce double attachement fait de cette communauté, en réalité, un véritable levier au service des relations entre le Maroc et la Belgique. Et nous constatons depuis un certain temps qu'il existe un mouvement aujourd'hui à l'œuvre de la Belgique en direction du Maroc, porté par des personnalités qui ont réussi ici et qui ont leurs affaires et qui marchent d'ailleurs très bien en Belgique et qui veulent en même temps contribuer au développement du pays. Donc la tendance ou le mouvement général, c'est être entre les deux. C'est révolu la période ou le moment où on parlait du retour définitif des communautés, voire même les différents gouvernements avaient initié des politiques en mettant des dispositifs d'incitation pour encourager les gens qui veulent revenir. Moi, je pense que la tendance aujourd'hui, c'est entre les deux. Et ce n'est pas uniquement une tendance qui concerne les nouvelles générations qui sont conscientes des opportunités qui sont offertes ici et là-bas, mais il concerne aussi le troisième âge. Il concerne aussi les premières générations qui avaient investi dans des logements au Maroc avec l'espoir de revenir définitivement s'installer au Maroc après leur retraite, mais on constate que ces premières générations qui ont eu des enfants, et des enfants qui sont nés ici, et qui sont installés ici, et qui deviennent des Belges, et qui contribuent dans le développement de la Belgique, ces mêmes personnes âgées se trouvent dans l'obligation de faire le va et le vient entre leurs enfants et entre leurs racines. Donc la tendance générale, c'est être entre les deux, et c'est très bien, aussi bien pour la Belgique que pour le Maroc. Donc nos relations bilatérales, qui sont importantes à tout point de vue, viennent d'être renforcées par ce mouvement qui est au service du développement des deux pays. Je vous en prie. Oui, par rapport aux relations avec la communauté. L'ambassade est très proche de la communauté marocaine. Et moi, personnellement, j'ai une sensibilité particulière
parce que j'étais dans mon parcours professionnel, dans une vie antérieure professionnelle, j'ai été ministre au gouvernement chargé de la communauté marocaine résidant à l'étranger. Et ce n'est pas par hasard que Sa Majesté m'a nommé dans ce beau pays qui est la Belgique. Donc j'ai une sensibilité vraiment particulière par rapport à la communauté, et je sais qu'on ne peut pas faire de la diplomatie ici aussi sans s'appuyer sur la communauté, sans faire de cette communauté aussi un levier diplomatique au service à la fois de la Belgique et au service du Maroc. La preuve, c'est qu'on organise, qu'on est très actif, vous avez assisté avec nous lors de la célébration du 49e anniversaire de la Marche verte, mais on fait presque chaque mois un événement où on retrouve des centaines de Marocains de toutes les régions. Le 18 novembre, on va célébrer la fête de l'indépendance à Anvers. Le 17 janvier, on va célébrer le Nouvel An à Mazir, à Bruxelles, dans la même salle où nous avons projeté ce film magnifique sur la marche verte. Donc, pour résumer, nous avons des liens très, très forts, très intenses avec la communauté, et nous œuvrons avec les 3 consuls généraux que nous avons au niveau de la Belgique, Bruxelles, Anvers et Liège, à accompagner cette communauté au niveau de l'amélioration des services, parce que cette communauté, comme elle est très attachée au Maroc, elle a besoin de services consulaires pour renouveler les documents et pour d'autres affaires multiples. Donc, nos consulats ne chôment pas. Ils font aussi un travail remarquable d'accompagnement, de modernisation aussi des services. Et vous savez que l'effort qui a été fait dans ce domaine, il est remarquable. Nous avons encore à faire plus d'efforts pour réduire un peu le cap entre l'administration consulaire marocaine en Belgique et l'administration belge, pour que les Marocains ou les Belgo-Marocains ne sentent pas un décalage entre les services fournis par les autorités belges et les services fournis par nos consulats. De nombreux pays ont récemment ouvert des consulats à Laayoune et Dakhla. Comment le Maroc perçoit-il cet appui international pour la question du Sahara? Écoutez, effectivement, c'est un élément qui confirme cette dynamique internationale à l'œuvre en faveur de l'approche marocaine. Vous savez que notre pays a proposé une large autonomie de ces territoires dans le cadre de souveraineté marocaine pour essayer de débloquer la région et pour essayer de créer les conditions pour cette région du Maghreb se lance enfin dans une dynamique de développement, et à la fois au niveau interne, mais aussi avec le contexte méditerranéen et européen. Cette proposition marocaine qui a été présentée il y a 20 ans au Conseil de sécurité connaît de plus en plus d'appui et de soutien, surtout depuis l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, et surtout au cours des dernières années. Beaucoup de pays ont reconnu la souveraineté du Maroc, et beaucoup de pays appuient l'autonomie comme une solution. Et il y a aujourd'hui 112 pays dans le monde qui reconnaissent la souveraineté du Maroc en appuyant l'autonomie. Et en Europe, pour ne parler que l'Europe, il y a 20 pays européens sur 27 qui appuient le Maroc. Et beaucoup de pays, notamment africains, latino-américains et autres, ont décidé, pour des raisons, concrétiser leur appui et leur soutien au Maroc, ont décidé d'ouvrir des consulats dans les 2 capitales des provinces du Sud, à savoir Laayoune et Dakhla. Aujourd'hui, on a plus de 33 consulats qui travaillent, qui œuvrent dans les territoires sahariens et qui montrent au monde entier, qui montrent aux populations locales, mais aussi au monde entier,
que l'avenir de ces territoires ne peut être que dans le cadre de la souveraineté marocaine. Et nous attendons d'autres pays pour ouvrir de consulats dans la région. Le dernier cas en date, c'était la France, qui a décidé d'étendre la compétence consulaire pour intégrer les territoires du Sud. Et je peux formuler, en tant qu'ambassadeur du Maroc en Belgique, je peux formuler le vœu que la Belgique, qui a soutenu en 2022, lors de la visite de la ministre Hadj El Habib au Maroc, qui a soutenu l'autonomie comme solution à ce différend régional, je formule le vœu, vu le contexte nouveau aujourd'hui au niveau européen international, que la Belgique aussi emprunte ce chemin qui consiste à appuyer la souveraineté du Maroc sur ces régions et pourquoi pas ouvrir une présentation consulaire de la Belgique dans les territoires. Le marocain de Belgique, c'est qu'il continue dans la même direction qu'il a entrée depuis plusieurs décennies, à savoir œuvrer pour le développement, la prospérité, la stabilité et le progrès de la Belgique, mais aussi continuer à contribuer au développement de leur pays d'origine, qui est le Maroc. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je pense que l'avenir de relations belgo-marocaines dépendra aussi de ce va-et-vient entre le Maroc et la Belgique. Nous avons nous avons une communauté qui est très active, très dynamique, et moi, en tant qu'ambassadeur, je suis fier du travail accompli de cette communauté ici et là-bas. Et je m'engage, comme je l'ai toujours fait, de continuer à accompagner cette communauté pour qu'il réussisse son intégration et son projet là où il a décidé de le mener, savoir la Belgique, mais aussi de préserver ses liens avec le pays. Pourquoi? Parce que l'attachement au pays, l'attachement aux racines, pour moi, c'est un facteur de réussite, est un facteur d'intégration. Toutes les personnes qui vivent en paix, en sérénité, avec leurs origines culturelles et leurs racines civilisationnelles, sont les mieux placées pour réussir leurs projets et leur intégration dans les pays où ils ont choisi d'y vivre. Nous approchons des fêtes de fin d'année. Avez-vous un message en arabe, par exemple, à votre belle communauté marocaine? Oui. بهذه المناسبة كذلك بغيت نستغل الفرصة باش نوجه واحد رسالة لكل المغاربة المقيمين ببلجيكا كسفير ديال المغرب في هذه الديار البلجيكية الجميلة، باش نتمنى لهم مناسبات سعيدة. احتفلنا جميع بالمسيرة الخضراء وغادي نحتفلوا بعيد الاستقلال مستقبلا، وغادي نحتفلوا في بداية يناير بالعيد أمازيغي اللي هو حقيقة خطوة كبيرة ديال بلادنا في اتجاه التأكيد على التنوع والتعددية ديال بلادنا. وحنا في أفق السنة الميلادية الجديدة بغيت نتمنى لهم واحد السنة سعيدة، ونتمنى لهم التوفيق في كل ما يقومون به لصالح بلجيكا وكذلك لصالح المغرب. فالجالية المغربية في بلجيكا تعتبر نموذج في هذا الارتباط المزدوج مع بلجيكا ومع المغرب، وهي جالية نشيطة في هذا البلد على كل المستويات سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية، وأنا فخور نمثل جلالة الملك في هذا البلد ومع هذه الجالية الرائعة.